Bonjour et bienvenue sur l'Insoumission. Aujourd'hui, on est très heureux pour un nouvel entretien de l'Insoumission de recevoir Michel Soudé, rédacteur en chef adjoint de Politis, du journal Politis. Salut Michel. Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, du Rassemblement national. Si vous suivez l'insoumission.fr, vous savez que depuis des années maintenant, on essaie de démasquer le RN sur son programme économique, sur l'arnaque sociale, la supercherie sociale que constitue le Rassemblement national. Comme vous le savez, Marine Le Pen a été présentée pendant la campagne présidentielle. Elle s'est autoproclamée comme la candidate du pouvoir d'achat. Ça a en partie marché puisque une partie des classes populaires a voté pour elle. Et du coup, l'urgence pour nous, c'est de démasquer le vernis social du programme du Rassemblement national. Et pour ça, il y a quelque chose de très utile, c'est de relayer les votes du RN à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Pour ça, je vous fais une liste en 30 secondes. Vous allez voir la supercherie. Le RN a voté main dans la main avec la Macronie contre la hausse du SMIC, contre le gel des loyers, contre le fait d'augmenter les bourses pour les étudiants, contre le blocage des prix des produits de première nécessité, contre l'augmentation des pensions au niveau du SMIC, malgré l'inflation historique dans le pays. Et en même temps, en bon libéral macroniste, le RN vote contre la taxation des super profits, contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune et en même temps contre la régulation des jets et des yachts privés. Donc en plus d'être une arnaque sociale, le RN est une arnaque écologique. Pour ça, on va en parler avec Michel Soudé qui a écrit un très bel article, Ce que n'est pas Marine Le Pen à Politis. Et donc on va commencer par parler de l'arnaque sociale en pleine séquence des retraites, sachant que Marine Le Pen défend la retraite jusqu'à 67 ans, on va y revenir. Première question, Michel Soudé, comment démasquer l'arnaque sociale que constitue le RN ? Ça fait effectivement longtemps que je suis le Front National et ça fait longtemps que le Front National essaye de se donner une image sociale. Tout peut-être a commencé au début des années 90 où, après avoir sorti 50 propositions contre l'immigration, le Front National, mené par Bruno Maigret, avait sorti 51 propositions sur le social. Et en 1996, puisque le Front National manifestait régulièrement le 1er mai, ils avaient sorti les premières banderoles, le Front National, c'est le social, avec différentes mesures que je ne vais pas rappeler, puisque le Front National a beaucoup changé sur les mesures qu'il promeut. Hein, on le verra sans doute, on en discutera sur les retraites, mais le Front National que j'ai beaucoup suivi, dès cette époque-là, je l'avais caractérisé dans un livre sorti en 1996 comme un parti opportuniste. Ce qui veut dire qu'il va saisir un peu l'air du temps, qu'est-ce qui peut être accrocheur. Donc, on l'a vu à l'élection présidentielle où Marine Le Pen se vantait d'être la candidate du pouvoir d'achat, de proposer des mesures ou autres. En fait, derrière quelques slogans et quelques mesures d'affichage, il y avait déjà des mesures extrêmement favorables pour les classes aisées qui figuraient dans son programme. On l'avait pointé à ce moment-là dans Politis, où vous aviez des mesures comme exonérer d'impôts sur les donations des grands-parents, des parents, aux enfants et petits-enfants. Donc, ils pouvaient verser 100 000 euros par enfant tous les 10 ans, alors que la règle actuelle, c'est tous les 15 ans. La suppression de l'impôt sur les successions, il mettait un abattement à 300 000 euros, alors qu'il est actuellement, je crois, de 100 000. Voilà, c'est des mesures qui n'allaient pas être favorables aux classes populaires. C'est juste deux exemples, mais il y avait ça déjà. Par contre, quand on regardait, on cherchait dans son programme, on ne voyait pas de mesures pour dégeler le point d'indice des fonctionnaires, ce qui finalement a été fait temporairement, semble-t-il. Ensuite, il n'y avait pas l'augmentation du SMIC, mais il y avait déjà sa proposition d'augmenter les salaires, qui est venue en proposition de loi, qui a été rejetée, oui, là, sur les 10% qui était d'augmenter tous les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, de pouvoir les augmenter. C'est-à-dire qu'il y avait une incitation et pas une obligation pour les entreprises, jusqu'à 3 fois le SMIC, mais en exonérant de cotisations sociales, ce qui caisses, évidemment permet de vider les caisses de la protection sociale, ce qui a toujours été un envie sous-jacent du Rassemblement national, auparavant le Front National.
Alors, il y a un passage qui a été peu remarqué, c'est celui de Marine Le Pen, le 1er février, dans la matinale de France Info. On l'écoute et on en reparle juste après. Vos propositions sur les retraites, Marine Le Pen, ces dernières années, vous avez changé d'avis sur la question des retraites. En 2017, vous étiez pour la retraite à 60 ans avec 40 années de cotisation pour tout le monde. Depuis, vous prenez la retraite entre 60, un âge légal de départ entre 60 et 67, en fonction de l'âge de l'entrée dans l'emploi. Pourquoi avoir changé d'avis ? D'abord, j'ai changé d'avis parce qu'en 5 ans, Emmanuel Macron a fait 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Voilà, le Mozart de la finance. Sur les retraites, vous voulez dire, ou sur le reste ? Non, mais je vous parle dans son ensemble. Oui. 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. On est à 3000 milliards d'euros de dettes. Donc, pardon, mais il faut en tenir compte. Quand on est sérieux, on est obligé de tenir compte de la situation budgétaire du pays. Et vous dites, j'ai changé d'avis. Pas tant que ça, quand même. Oh, quand même. 60 ans pour tout le monde, et là, c'est 60 ans pour ceux qui ont... Et là, ça peut jusqu'à 67 aujourd'hui. Jusqu'à 67 ans. Oui, c'était sa proposition dans la campagne de l'élection présidentielle. Alors, elle avancait déjà l'argument de la dette, qui est un des plus vieux arguments de la droite pour cela. Ensuite, elle faisait sa proposition d'un système progressif, parce que là, quand elle est interrogée, c'est assez étonnant, elle est incapable d'expliquer réellement quel est son programme sur cette question-là. Parce qu'elle a beaucoup évolué. Oui. Elle ne sait pas l'expliquer, elle se mélange les pinceaux, elle dit vous partez à 20 ans, on l'a entendu, il y a pas mal de lapsus, elle hésite parce que c'est effectivement compliqué. Alors, quand elle avait donné une conférence de presse en février de l'année dernière, elle avait expliqué que plus l'âge d'entrée dans l'emploi sera bas, plus le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier à taux plein le sera aussi. Et alors, ce qui était absolument stupéfiant, c'est qu'elle disait que ça visait à privilégier l'activité, la création de valeur à la poursuite d'études. C'est-à-dire qu'en fait, sa proposition, elle ne s'en cachait pas, visait à mettre à l'amende, quelque part, les jeunes qui font des études. Puisque à partir de 25 ans, le projet prévoit qu'ils devront cotiser au minimum 42 annuités. Ça, c'est quelque part vouloir maintenir un électorat. On sait dans toutes les études que les électeurs du Front National, Rassemblement National, sont ceux effectivement qui ont les revenus les plus bas, mais c'est aussi les moins diplômés. Donc elle veut donner une prime aux moins diplômés, en faisant passer ça pour du social. Alors que l'intérêt général, l'intérêt du pays, est de monter la capacité de connaissance, d'adaptation par les études de toute une classe d'âge, de toute une génération. Elle prône l'inverse. Là, il y a véritablement arnaque et personne ne l'a souligné véritablement. Ça, et la retraite jusqu'à 67 ans, c'est aussi, pour ceux qui ont commencé à travailler plus tard, c'est aussi qui touche beaucoup les femmes qui ont des carrières plus hachées. Alors, c'est effectivement un point aveugle de son programme sur les retraites, c'est qu'elle ne prend absolument pas en compte les carrières hachées et les précaires. Elle prend tellement peu en compte les précaires que lorsque, à l'Assemblée nationale, on a discuté du fameux projet de loi qui changeait les règles d'indemnisation du chômage, en tous les cas, qui donnait tout pouvoir au gouvernement. Il y avait aussi des articles qui revenaient sur les caractéristiques requises pour pouvoir être éligible aux élections professionnelles et électeurs. Dans les amendements que son groupe et elle-même avaient déposés, il y avait l'interdiction d'être éligible quand on n'était pas de nationalité française, un amendement, un autre quand on ne parlait pas le français correctement, et il y avait aussi l'interdiction, l'impossibilité de voter pour les CDD, ceux qui avaient moins de 6 mois dans l'entreprise, ce qui rejetait bon nombre de travailleurs qui sont, dans les circonstances actuelles, effectivement, contraints de rentrer dans les entreprises par ce biais-là. Donc là, c'est l'immense majorité des emplois aujourd'hui. Voilà, donc 80%. Et effectivement, vous le soulignez, ces règles
vont toucher les femmes, puisque les carrières hachées, c'est principalement les femmes. Et interroger là-dessus, justement pendant la campagne présidentielle, je pense à un article qui faisait bien le point dans la revue Capital. Elle disait que les femmes, 67 ans, c'est pas gênant pour elles. Voilà. Oui, donc en plus, elle assume. Et donc sur France Info, juste après, donc elle se justifie. Donc elle prend le plus vieil argument de la droite, donc les 600 milliards, l'aggravation de la dette, donc l'austérité. Et après, elle dit, le journaliste lui demande, c'est Marc Fauvel sur France Info qui lui dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas taxer les riches ou taxer les grands groupes pour financer, puisque vous avez dû voir le rapport Oxfam, une taxe de 2% sur les 42 milliardaires suffirait à financer le petit déficit de 12 milliards selon le rapport du Corps. Et là, elle dit, il n'y a pas qu'un seul clou, c'est les taxes, les taxes, les taxes, les taxes. Et donc elle refuse systématiquement de s'attaquer aux plus riches et de taxer les super profits. Vous avez dû voir hier les chiffres total, c'est 20 milliards, c'est un nouveau record. Donc le RN refuse toujours de s'attaquer au capital. Est-ce que c'est parce que le RN finalement a besoin du capital pour arriver au pouvoir ? Oui, vraisemblablement. En tous les cas, dans la dernière élection présidentielle, on a vu que le MEDEF, qui avait gardé jusqu'ici ses distances avec le parti d'extrême droite, a auditionné Marine Le Pen comme il voulait auditionner tous les autres candidats. Donc, il n'y a plus d'interdit de ce côté-là. Mais je voudrais quand même revenir sur un point. Elle refuse de taxer les ultra-riches pour abonder financièrement les recettes du système de retraite. Mais par contre, il faut voir les amendements qu'elle propose. Là, j'en ai un qui est caractéristique de la xénophobie du Rassemblement national. C'est un amendement à l'article 8, je ne sais pas s'il viendra en séance dans l'hémicycle, il n'est pas venu en commission, mais cet amendement est intéressant. Il dit, à l'article 8, l'alinéa 41 est ainsi rédigé, l'article L117-3 est supprimé. Personne ne comprend de quoi il s'agit. Quand on va regarder de plus près, cet article est dans le Code de l'action sociale et des familles, et c'est un article qui est entré en vigueur le 1er juillet 2020, c'est tout récent, qui crée une aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. C'est-à-dire, en gros, cette aide est à la charge de l'État et c'est une aide qui est versée à ceux qu'on appelait couramment les Chibani, ou en tous les cas, des vieux travailleurs qui ont participé à la construction du pays, à ses équilibres, et qui retournent vivre chez eux. Donc théoriquement, c'est les immigrés, comme le Rassemblement national les aime, puisqu'ils ne veulent pas les voir chez nous. Donc s'ils retournent chez eux, eh bien, ils veulent supprimer cette aide qui est pourtant attribuée chichement, avec un nombre de critères qu'il faudrait aller voir. Il y en a toute une page de critères. Donc il faut avoir fait valoir ses droits à pension, il faut justifier d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les 15 années précédant la demande d'aide. Et comme le Front National sait que peut-être il n'obtiendra pas la suppression de cet article, il y a un amendement que l'on dit de repli qui propose que cette aide soit versée aux ressortissants étrangers vivant seuls, non plus âgés d'au moins 65 ans, mais âgés d'au moins 100 ans. Voilà, ça c'est le Rassemblement national xénophobe tel qu'il a toujours existé. Alors j'ai une de Politis, si on parle des retraites, c'est Rachel Keke qui fait la une. Je crois que vous avez la une d'avant, c'était un dossier donc consacré à l'extrême droite. Oui, celui dans lequel il y avait effectivement l'article que Marine Le Pen n'est pas. Alors, c'était Marine Le Pen n'est pas sociale, Marine Le Pen n'est pas écolo, n'est pas féministe, n'est pas défenseuse de la laïcité et n'est pas républicaine. C'était en gros les 5 items traités. On aurait pu en rajouter, mais déjà, si on se focalisait là-dessus, c'était déjà pas mal. On peut essayer de démasquer angle par angle sur donc, le social. On l'a dit en introduction, donc le RN a voté contre la hausse du SMIC, contre des bourses étudiantes au niveau de l'inflation, contre des retraites au niveau du SMIC, contre le gel des loyers, contre le blocage des prix de produits de première nécessité, et en même temps
contre le rétablissement de l'ISF, contre la taxation des super-profits, contre la taxation des yachts et des jets privés. Et ça, on voit bien que ça fait le lien entre social et écologie, parce qu'on sait que dans le pays, 63 milliardaires polluent plus que la moitié des Français. Donc, ce qu'on dit moins aussi, on dit que c'est une arnaque sociale, on ne dit pas forcément que c'est une arnaque écolo aussi, le Rassemblement national, mais c'est aussi une arnaque féministe. Dans le programme du RN, les femmes n'apparaissent qu'au chapitre politique familiale et sécurité. Il y a 0 mention des discriminations salariales, des inégalités de salaire hommes-femmes. Et pour les carrières hachées, on en parlait, qui vont forcer beaucoup de femmes, si le RN arrivait au pouvoir, à bosser jusqu'à 67 ans. Du coup, vous faites un peu un panorama complet des différentes arnaques. Oui. D'ailleurs, sur le côté, sur l'aspect, sur le féminisme, finalement, un des bons documents de base, c'est le grand entretien que le journal Elle a fait, notamment sur cette question, avec Marine Le Pen, candidate à la présidentielle. Ouais. Ce qui a amené ensuite le journal, entre les 2 tours, à publier un appel pour dire qu'il ne fallait pas voter pour elle. Mais dedans, il y avait un certain nombre de choses qui étaient véritablement très très claires, où elle expliquait que oui, peut-être elle était pour le féminisme, si c'est défendre les femmes et leur permettre d'avoir accès à tout le temps. Mais par contre, tout ce qui était les luttes féministes ou autres, c'était rejeté au nom du fait que ce serait du wokisme. Et ensuite, elle s'opposait à la féminisation des titres. C'était bon. Ça a forcé de la démasquer, cette. Voilà, mais surtout sur un gouvernement, sur la parité et les discriminations surtout. Sur les discriminations, on voit le côté très anti-syndical ressortir. Quand elle est interrogée sur les discriminations salariales, elle dit « Une loi existe déjà, il s'agit juste de l'appliquer. » Point. Donc, pour elle, ce n'est pas un sujet. Et elle rend responsables les syndicats qui sont des lanceurs d'alerte. Je n'ai pas le sentiment qu'ils soient très à la pointe de ce combat. Donc, oui, il y a un rapport très compliqué avec les syndicats. Là, on a vu quand elle est partie au Sénégal, là, pendant les premières manifs retraites, que plusieurs syndicats, notamment Philippe Martinez, avaient dit qu'elle n'était pas la bienvenue. Et du coup, il y a une sorte de malaise sur est-ce que le RN allait ou pas dans les cortèges. Il y a toujours une... Oui, mais le Front National s'est toujours opposé et a toujours considéré que les syndicats n'étaient pas véritablement légitimes. D'ailleurs, dans son histoire, il a essayé de créer ses propres syndicats pour les présenter aux élections prud'homales. Ça a été... toutes les élections, quand elles ont pu avoir lieu, ont été cassées par les tribunaux, puisqu'on ne peut pas créer un syndicat comme ça. Et, mais le côté anti-syndical est toujours ressorti à tous les moments, dans tous les conflits. Et on a même des déclarations très récentes où le Rassemblement national et Marine Le Pen considèrent qu'il n'y a pas à manifester dans la rue, dans nos institutions de la Ve République, auxquelles elle est très très attachée. C'est à l'Assemblée nationale que ça doit se passer. Donc si le président a décidé, il faut jouer le jeu à l'intérieur de l'Assemblée nationale, mais tant pis, c'est lui qui a été élu. Elle est légitime. Même si 80% des Français sont même si, 64 ans. De toute façon, ça on le voyait, elle a publié une lettre ouverte au début du mouvement des Gilets jaunes, quand les Gilets jaunes ont commencé à réclamer des mesures de changement de la Constitution, à parler de 6e République. C'était très très tôt, c'était en décembre 2018, où dans sa lettre ouverte, elle manifeste son attachement complet aux institutions de la Ve République, et elle veut un président autoritaire, elle dit que avec Emmanuel Macron, la Ve République et la fonction présidentielle souffrent d'un manque d'incarnation. Donc on voit très bien par là qu'elle considère d'ailleurs qu'une 6e République, c'est une chimère, qu'il ne faut pas changer. Et dans son programme présidentiel, si vous regardez bien, elle déclare qu'elle veut une Assemblée nationale élue à la proportionnelle, mais pour assurer la stabilité du pays, sa proportionnelle, c'est rien d'autre que la proportionnelle qu'on connaît aux élections municipales. C'est-à-dire que ceux qui arrivent en tête ont une prime de 30%. Avec ça, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a plus que des Playmobil à l'Assemblée nationale. Ce qui est déjà le cas. Donc votre dossier politique consacré sa une donc à l'extrême droite sur 5 racailles, Hanouna, Pascal Praud
Christine Kelly, Mathieu Delormeau et Jean-Marc Morandini. Il y a une chercheuse au CNRS qui s'appelle Claire Secaille qui a montré que 53% du temps d'antenne de Touche pas à mon poste entre septembre et décembre 2021 est consacré aux idées d'extrême droite. Vincent Bolloré, qui est derrière C8, finance la bataille culturelle de l'extrême droite à coups de milliards. Est-ce qu'il représente pour vous une menace, Vincent Bolloré, pour la démocratie ? Oui, évidemment qu'il représente une menace pour la démocratie. Et pas que pour moi, je pense que de plus en plus de gens en prennent conscience. Regardez ce que déclare Éric Orsena, qui sort un livre sous forme de conte sur un ogre. Cet ogre, c'est Vincent Bolloré, qui n'est pas un entrepreneur, mais quelqu'un qui rachète tout, colle son nom sur les sociétés qu'il rachète, et se crée un empire entre médias et éditions qu'on n'a jamais vu jusqu'ici, puisque si on l'avait laissé faire, il aurait eu 60% de l'édition, 70% de la distribution, et déjà dans les médias, c'est Canal+, c'est C8, c'est CNews. À chaque fois, il imprime sa marque. Il n'y a plus le caractère un peu transgressif que pouvait avoir Canal+, tout ça a disparu. Il licencie des humoristes. Voilà, il n'y a plus véritablement de liberté. Dans le cinéma, c'est pareil. Canal+ finance des films. C'est dans son cahier des charges. Oui, donc il exerce une forme de censure sur les œuvres culturelles. Il a beaucoup financé le film pseudo-historique Vaincre ou mourir sur De Charette, ce héros vendéen qui est fait par le fils de Philippe de Villiers et assuré par le Puy du Fou. Ça, il l'a financé parce que ça correspond à son idéologie. Il est dans un combat civilisationnel où il met ses médias et tout son pouvoir. Par contre... Il a embauché Éric Zemmour, il a fait monter Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Par contre, il avait refusé de financer le film Grâce à Dieu sur la pédophilie dans l'Église dans la région de Lyon, sur le cardinal Barbarin. Donc on voit bien à quoi il met son argent. Maintenant, il a aussi pris possession du JDD, d'Europe 1, de Paris Match. Bon, ça commence à faire beaucoup. Et quand on voit que le pluralisme, il ne le respecte pas, on peut effectivement se poser des questions, être inquiet pour l'avenir de la démocratie. Et face à ça, pour ce qui concerne en tous les cas les antennes qui sont régies par l'Arcom, on voit absolument aucune réaction. Dans le numéro de cette semaine, on s'est fait un petit peu l'écho parce que un journal d'investigation économique, un média d'investigation économique l'informait, a recensé que C8 comme CNews ont reçu depuis 2016 23 rappels à l'ordre, chacune des chaînes du CSA et de l'Arcom. Mais des rappels qui débouchent sur rien du tout. Ouais. Donc là, la convention signée entre le CSA et CNews, que je m'étais procuré pour un article l'année dernière, cette convention, pourtant, dit bien que l'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, le pluralisme politique. Est-ce qu'on le voit à l'antenne ? Non, à part 2-3 guignols qui servent de prétexte, qui sont régulièrement invités et qui sont rémunérés par la chaîne. Je pense notamment à un ancien porte-parole du Parti communiste, Olivier d'Artigol, qui s'est perdu là. Il n'y a pas de pluralisme. Hein. Et l'émission Face à l'info de Christine Kelly, c'est tout le contraire du pluralisme. Oui, bah d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un sketch qui a été fait sur l'heure des pros, qui a été censuré. Les journalistes à l'origine, Sébastien Toen, a été licencié. Donc il y a aussi un pouvoir de censure. Dès qu'on fait quelque chose de subversif pour critiquer le manque de pluralisme, Vincent Bolloré, après, il se... Bien sûr. Et il y a eu plusieurs journalistes, même encore dans des périodes récentes, qu'on demandait à partir de CNews avec la procédure transactionnelle. Et il semblerait, aux dernières infos, que
la direction de la chaîne refuse maintenant toute procédure, ne veut plus de départ, etc. Donc ils ont tout verrouillé. CNews empêche les... Oui, ils veulent plus, en tous les cas, ils ne veulent pas payer. C'est terminé. L'éditeur, c'est encore dans la Convention, veille à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public. Écoutez des émissions de temps en temps, regardez. Il y a des sensibilités religieuses qui ne sont absolument pas respectées, qui sont même régulièrement dénoncées. Ne pas encourager les comportements discriminatoires en raison de la race ou de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion, de la nationalité, c'est pareil. Donc si on a mis effectivement ces 5 animateurs en une, c'est parce que, comme on l'écrit, ils attisent les haines, hystérisent le débat public et servent l'extrême droite. Et ça, c'est quand même problématique. On a donné gratuitement un canal de diffusion sur la TNT à une chaîne qui devrait être une chaîne d'information, et en retour, on a une chaîne d'opinion. C'est complètement différent, et en tous les cas, ça ne respecte aucunement l'esprit des lois et le cahier des charges. Donc, quand la ministre dit que la bande passante pourrait être renégociée à la fin de l'année, doit être renégociée à la fin de l'année 2023, et que ce n'est pas acquis, courage madame, faites que cette bande passante soit retirée malgré toutes les menaces et en dépit des menaces que Vincent Bolloré commence déjà à proférer en disant qu'il déclenchera la guerre nucléaire contre le gouvernement, le pouvoir. Il a dit ça ? En fait, les déclarations reviennent à ça. Il a dit qu'il mettra tous ces médias, tous les moyens en œuvre. Donc, il pourra aussi... moi, je fais partie des gens qui estiment que les bandes passantes sont des biens communs et que, au nom de ça, on peut très bien les retirer quand les gens ne respectent pas les cahiers des charges et les autorisations qu'ils ont eues pour faire ce qu'ils devaient faire. Peut-être pour expliquer à ceux qui nous écoutent, donc les bornes passantes, ça se négocie donc, c'est chaque année que c'est remis c'est régulièrement remis en cause, en question par des conventions. Là, actuellement, se négocient quelques bandes passantes, dont celle d'M6. Il y en a qui peuvent la réclamer, etc. Donc, l'ARCOM reçoit des dossiers et reconduit ou pas. Jusqu'ici, ça s'est toujours bien passé avec des reconductions. Ouais. Mais ce n'est pas automatique. Hein. Ouais. Et il ne faudra pas venir nous craigner Venezuela, si on coupe la chaîne CNews. Je pense qu'au regard de tous les dépassements qui ont été faits, des condamnations et non-respect. Zemmour a été condamné plusieurs fois par la justice. Oui, mais pas... la chaîne, en l'occurrence... il y a eu des amendes, quand même. Ouais. Il y a eu des amendes sur la chaîne. Hanouna aussi a eu une des plus grosses amendes. Je crois que c'était monté à 2 millions d'euros. Ça suffit, quoi. D'autant que cette chaîne... On l'entend régulièrement, ils attaquent le service public et veulent pousser à une privatisation du service public. Hein. Bon. Hanouna a dit ça récemment. On a parlé donc de l'arnaque sociale, écologique, féministe, du Rassemblement national, de la menace de l'Empire Bolloré. On peut parler aussi de la menace que constitue le RN pour la République. On va sortir quelques citations. On a reçu ici même Carlos Martens Bilongo pour un entretien. Le député RN de Fournas lui a crié « Retourne en Afrique ». Julien Audoul, autre député du RN, a crié « Vive l'empereur ». Jean-Philippe Tanguy réclame le rapatriement des cendres de Napoléon III. Un autre député RN, Christophe Barthès, qui assiste à une messe en hommage à Louis XVI. C'est une menace pour la République. Pourtant, c'est sorti. J'ai l'impression qu'elles sont un peu vite oubliées. Comment ça se fait que... Comment on fait aujourd'hui pour lutter contre la dédiabolisation qui est en œuvre? Ces prises de position de députés que vous citez, que je cite dans l'article notamment, sont des prises de position révélatrices de ce qu'est le Rassemblement national. C'est-à-dire que, et ça c'est historique, déjà le Front National le disait bien, c'est une sorte, sous cette appellation se réunissent différents courants d'extrême droite
plus ou moins radicaux. Il peut y avoir des fascistes, il peut y en avoir qui ont une admiration pour le régime hitlérien ou autre. Et Marine Le Pen accepte tout le monde à condition qu'ils taisent leurs convictions, qu'ils ne se fassent pas repérer par des déclarations intempestives sur les réseaux sociaux ou autre. Ça, on l'a vu, on l'a documenté ou autre. C'est ce qu'on appelle un rassemblement de tous les courants d'extrême droite. Ils sont unis sur une prise de pouvoir et sur un minimum de retour à l'autorité. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder quelle est la conception de la République que peut défendre le Rassemblement national. Pour faire face aux critiques, je vais revenir un peu en arrière, très en arrière même. Le Front National a mis dans ses statuts la référence à la République en 1997 à son congrès à Strasbourg, où il était extrêmement attaqué. Et depuis, le Front National se dit d'ailleurs extrêmement républicain, il l'a mis dans ses statuts, il se présente uniquement aux élections, il ne fait pas de... pour lui, c'est le seul moyen d'arriver au pouvoir, etc. Donc il est légitimiste. Mais quand il dit, d'abord, quand il dit que la République, pour lui, est une et indivisible, le caractère indivisible qu'il met ne concerne pas tellement le territoire à préserver, ce qui est dans les textes de notre Constitution, c'est ça que ça veut dire la République est une et indivisible. Et on l'a bien vu quand il s'est agi de lâcher des départements français ou des territoires qui étaient des départements français comme l'Algérie. Ça a été compliqué puisque la République était une et indivisible telle qu'on la proclamait. Non, pour le Front National, une et indivisible, c'est une homogénéité culturelle et communautaire qu'il faut défendre. C'est ça qu'il y a derrière pour eux. C'est leur interprétation. Et ça, on le revoit dans de nombreux textes. Donc, la dédiabolisation, c'est une stratégie de dissimulation de référents identitaires originels du Rassemblement national. C'est pas autre chose. Derrière, on retrouve toujours la même chose. C'est pas un aggiornamento idéologique, mais uniquement un aggiornamento stratégique. Justement, je voudrais revenir sur ce sujet, sur le dernier congrès du Rassemblement national. Il y a une fracture, mais qui a été assez vite étouffée au sein du RN avec l'élection de Jordan Bardella à la tête du RN, entre une ligne sociale et une ligne plus identitaire. Je vais vous donner des citations de cadres et de lieutenants historiques de Marine Le Pen qui disent « Des années de dédiabolisation réduites à néant, des fous furieux qui ne sont obsédés que par l'identité, au détriment de l'aspect social, les excès pratiqués par le Front National d'un autre temps, un début de purge contre ceux qui défendent la ligne sociale, la sonnette d'alarme sur une potentielle re-radicalisation. » Et ça, ces propos, ils ont été tenus par Steve Briois, Bruno Bilde et Louis Alliot, donc ils sont quand même des très très proches de Marine Le Pen. Ma question, c'est, les médias parlent beaucoup des divisions à gauche, très régulièrement, quand on allume la radio, la télé, mais ils parlent beaucoup moins des divisions au sein de l'extrême droite. Comment nous on fait pour diviser le bloc d'extrême droite ? Sur ces divisions-là, jusqu'ici, on n'a jamais véritablement réussi à les diviser. Parce qu'il y a toujours eu cette tension entre ceux qui voulaient avoir un discours qui s'adresse principalement aux catégories populaires, qui puissent être séduisantes pour eux, et ceux qui voulaient mettre surtout l'accent sur l'immigration, en revenir, donc le discours identitaire. Donc là, je dois dire, bon, c'est une tension, il y a des bisbilles entre eux, mais tant qu'ils sont en phase de progression, chacun trouve son compte quelque part. Louis Alliot a certes été battu à la présidence par Jordan Bardella, mais il reste vice-président et en tous les cas, il est à la tête d'une commune de plus de 100 000 habitants, de son agglomération autour. Donc, il a trop à perdre en partant. Voilà, il a son bâton de maréchal, si on peut dire, et
De même, Steve Briouat. Steve Briouat est à la tête de la commune d'Hénin-Beaumont. Jusqu'ici, il semble indéboulonnable puisqu'il a été reconduit. Et Bruno Bild, qui est très très proche de Steve Briouat, lui, il est député. Donc, bon, il n'y a pas... Là-dessus, je pense pas que... on peut pas essayer de... Il y a eu une mauvaise humeur, mais on peut pas trop... on peut sentir des différences, des discours. Déjà, Marine Le Pen, ce qui ne l'a pas empêché de mettre Jordan Bardella à la tête du Rassemblement national, a dit à plusieurs reprises, quand on lui posait la question, qu'elle n'était pas d'accord avec la thématique du grand remplacement, que Bardella porte, lui, parce qu'il dit qu'il y croit, que c'est une réalité sociale, qu'on peut constater en Seine-Saint-Denis, tout ça, d'où il vient, enfin bon. Non, il n'y a pas... je pense que tout ça, c'est un peu... Bon, c'est des querelles de préséance qui restent internes, et ça ne les empêchera pas de faire front commun aux prochaines élections, en essayant que chacun trouve un peu sa place. Il va y avoir bientôt, l'année prochaine, en 2024, des élections européennes. Il paraît qu'ils commencent déjà à les préparer. Ils ont perdu des députés qui sont partis chez Zemmour. Ils ont ils ont dû remplacer des députés européens qui ont été élus à l'Assemblée nationale. Tout ça dégage des postes possibles sur une liste. Il y a trop de postes à perdre. Ils vont faire un équilibre. Je ne pense pas que ce soit là-dessus. Je pense que le véritable travail est plutôt à faire sur le suivi extrêmement précis, à la fois de leur vote, bien regarder ce qu'ils défendent à l'Assemblée nationale, les amendements aussi. Parce que, certes, là, ils ont sorti peu d'amendements sur la réforme des retraites. On dit que c'est du sérieux, mais qu'ils font un travail sérieux. Mais vous pensez que c'est sérieux quand ils veulent supprimer l'aide aux Chibanir retourner dans leur pays et leur donner que quand ils auront 100 ans? Non, c'est pas sérieux. Oui, puis repousser à 67 ans, c'est pas sérieux non plus. Et voilà, et il y a plein d'amendements qui sont comme ça. Beaucoup d'amendements du Rassemblement national sont d'ailleurs de simples amendements de suppression en général. Donc ils s'opposent, ils disent bon, on supprime. Mais par quoi ils remplacent? Ils ne le disent pas. Le Rassemblement national facho mais pas fâché avec le capital, qui a donc, on le disait, ces médias de masse. Comment nous on fait pour mener la bataille culturelle à gauche et pour démasquer le RN sur les deux fronts, sur le racisme et sur l'arnaque sociale? Est-ce que vous trouvez que le boulot est fait dans les autres médias de gauche et de manière générale que la bataille culturelle est menée? Comment on fait en tout cas pour les combattre? Je pense qu'elle est pas assez faite, en tous les cas, pas de manière continue et rigoureuse. D'abord, le plus gros travail qui doit être fait dans les médias, c'est un travail de décryptage, de décodage, de montrer ce que défend véritablement ce parti dans ses votes et aussi des fois dans ses discours. Il y a des périodes où les discours prennent le devant. Ensuite, il faut aussi pouvoir être en capacité de montrer un autre futur désirable, d'entendre aussi les raisons qui peuvent pousser les électeurs dans différents milieux à partir sur des votes comme pour le Rassemblement national ou pour Éric Zemmour. Mais là, je pense que contrer la montée, c'est déconstruire, c'est... analyser, relayer les votes. Et surtout, véritablement, quand même, ce qui est important, c'est de montrer qu'un autre futur peut exister, qu'il y a d'autres solutions. Ce qui est absolument démoralisant pour bon nombre de gens, c'est le discours type Bruno Le Maire. Mais Elisabeth Borne dit un peu la même chose. Il n'y a pas d'autres alternatives possibles, existantes. Donc subissez, résignez-vous. Et dans ce discours de résignation, il ne peut y avoir effectivement que de la colère, l'envie de tout jeter par-dessus bord. Et on voit des électeurs qui vont voter Rassemblement national par dépit. Oui, mais vous parlez de Bruno Le Maire, d'Elisabeth Borne, mais il y a justement une alliance à l'Assemblée nationale, puisque sur plein de votes,
notamment sur le social, ils s'allient, ils votent pareil. Bien Donc sûr. ça, c'est un travail aussi que ça sorte des murs de l'Assemblée. Le groupe à l'Assemblée nationale qui vote le plus avec le Rassemblement national, c'est les Républicains. Ensuite, le Rassemblement national vote le deuxième groupe, le deuxième groupe avec lequel ils votent, ils ont des votes similaires, c'est avec Renaissance, Horizon et le MoDem qui constitue le bloc de la Macronie. Donc, quand on entend dire qu'il y a une alliance des extrêmes, etc., ce qui est le discours, un des discours médiatiques qu'on nous sert, ce discours-là, il est faux. Et maintenant, on a sur la réforme des retraites, puisque c'est l'actualité, on a un peu une story qui est faite dans tous les médias, d'expliquer que ceux qui foutent le bordel, c'est la gauche et principalement les insoumis, et que regardez au contraire comment Marine Le Pen, ses troupes sont sérieux, se tiennent bien et constituent une véritable opposition. Ce qui est complètement l'inverse de ce qu'on peut constater. Les débats à l'Assemblée nationale ont toujours été vifs, mais on voit bien que cette image de sérieux qu'elle veut se donner... Mais surtout, ils ne sont pas là, ils parlent de sérieux, mais en commission notamment. Cette image de sérieux, elle est portée par des journalistes qui ont quitté les enquêtes, qui ont quitté le terrain depuis bien longtemps. Et les faits. Et dans un petit livre que j'avais écrit avec Denis Siffert, on avait montré aussi que Jean-Michel Apathy, en 2012, déjà, mettait en balance le sérieux de Marine Le Pen et les outrances de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et ce discours, maintenant, c'est ce qu'on veut nous servir. Et ça, c'est très vieux historiquement. C'était plutôt Hitler que le Front populaire dans les années 30. C'est un peu ça pour une partie de la bourgeoisie. Effectivement, ce discours-là, on l'entend. C'est la raison pour laquelle il y a eu un retournement du barrage. Le Rassemblement national se montre conciliant vis-à-vis de tous les intérêts économiques pour essayer de les amadouer et va sans doute être obligé d'abandonner au moins son apparence sociale pour finalement, c'est là qu'on peut arriver à déconstruire. On peut arriver à déconstruire cette image pseudo-sociale qui s'est créée. C'est pas parce que Marine Le Pen va manifester un peu d'empathie, c'est pas difficile d'en manifester plus qu'Elisabeth Borne. Mais c'est pas parce qu'elle va manifester de l'empathie qu'elle va serrer des mains, se préoccuper du sort des gens qu'elle rencontre, qu'elle est sociale. Il y a eu aussi un retournement du barrage républicain, dans le sens où, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'entre-deux tours des législatives, il y a pas mal de candidats macronistes qui ont refusé d'appeler à voter pour la NUP, alors même que les candidats de gauche étaient face à l'extrême droite. Donc là, il y a quelque chose qui est quand même en train de s'effondrer dans le pays, et on voit qu'une fois arrivé à l'Assemblée nationale, il y a des vice-présidents RN qui sont élus grâce à des votes macronistes. Donc il y a quand même quelque chose de... On a préféré, pendant tout le premier quinquennat Macron, taper sur l'islamo-gauchisme, je ne sais pas si vous vous rappelez Vidal, la ministre de l'Enseignement, plutôt que sur l'extrême droite. Et donc là, on arrive à presque, comme vous disiez, les NUP et les Insoumis plus diabolisés que le Rassemblement national, que l'extrême droite. Oui, parce qu'elle est utile. Elle a permis l'élection d'Emmanuel Macron. À chaque fois au candidat. Elle a permis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Elle l'a de nouveau permis en 2022. Emmanuel Macron s'en gargarise. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin la ministre de la Culture qui était au micro de France Inter. Elle aussi rappelait que, mais non, on peut la battre, Emmanuel Macron l'a battu, etc. Donc on mène le combat contre l'extrême droite. Mais à force de la faire monter, Emmanuel Macron, récemment, déclarait en 2027... je n'aurai pas de responsabilité si elle passe parce que je ne me présenterai pas. Alors qu'il y a tout ce qu'il a fait pendant pratiquement 10 ans au pouvoir. Il s'en lave les mains. Alors qu'il aurait une très grosse responsabilité. Donc nous, notre responsabilité, c'est de continuer à démasquer, comme vous le faites à Politis, comme vous l'avez fait avec votre article, ce que n'est pas Marine Le Pen, sur l'arnaque sociale que constitue le Rassemblement national. Abonnez-vous à Politis, suivez l'Insoumission, on va continuer la bataille antifasciste et à démasquer. Ça, c'est un élément de la bataille culturelle, c'est faire vivre les médias indépendants parce que leur équilibre est précaire et qu'on en a besoin, en tous les cas,
pour une vitalité démocratique, il faut des médias différents, qui affichent d'autres idées, qui font d'autres types d'enquêtes que tous ceux qu'on nous sert actuellement, qui sont pour l'essentiel aux mains de milliardaires. Et on n'est pas payé par des milliardaires, on va continuer la bataille antifasciste. Donc merci beaucoup de mener la bataille culturelle. C'est moi qui vous remercie. À Politis. Abonnez-vous à Politis et abonnez-vous à l'Insoumission. On ne va pas lâcher la bataille et on continue à démasquer l'extrême droite et l'arnaque sociale que constitue le RN. Salut, à bientôt.